L'alchimie. On croit souvent savoir, hein? Les vieux griboires, les chercheurs d'or un peu fous. Oui, c'est l'image classique. Mais voilà, en plongeant dans le commentaire de Serge Hutin sur le Mutus Liber, ce livre d'images assez unique, sans texte, on découvre un univers bien plus vaste. Tout à fait. L'objectif aujourd'hui, c'est d'explorer un peu cette complexité, cette tradition qui mélange la science, l'esprit, le mystère, aller bien au-delà des clichés, quoi. Exactement. Alors on ouvre ce coffre. Allons-y. Et le premier cliché, justement, c'est celui du charlatan, de l'escroc à vide d'or. Hutin rappelle bien cette vision très critique. Il cite même Fourcroy, qui parlait de fou, d'homme cupide ou insensé. Ah oui, cette image qui leur colle à la peau. C'est ça. L'idée du chercheur d'or un peu louche, ruiné par sa quête. C'est tenace comme idée, hein. Mais Hutin, il nous met en garde. Il dit que c'est une vision réductrice. Complètement. Pour les vrais alchimistes, apparemment, l'or, ce n'était pas le but final. C'est presque bizarre à imaginer. Oui, c'est contre-intuitif. En fait, réussir la transmutation, ça aurait été pour eux une sorte de validation philosophique. Ah, d'accord. Une preuve matérielle que leur système, leur vision du monde, ce qu'ils appelaient leur science, était juste. Ils faisaient d'ailleurs une distinction très nette avec les souffleurs. Les souffleurs. Oui, ceux qui cherchaient juste la recette pour faire de l'or, souvent sans rien comprendre à la théorie derrière. Et eux, parfois, finissaient effectivement un peu escrocs. D'accord, je vois. Cette distinction, ça change vraiment la perspective. C'est plus juste une technique, alors c'est une quête de sens quelque part. Exactement. Et les racines de tout ça. Hutin nous parle de Elchimia, l'arabe bien sûr, mais surtout de Chem, l'Égypte ancienne. Oui, Cam, la terre noire, fertile. C'est vu comme le berceau. Il décrit l'alchimie comme un art occulte, transmis secrètement. De maître à disciple. C'est ça, via des textes symboliques très imagés. Ce n'est pas une science qui innove au sens moderne, mais qui essaie de retrouver un savoir perdu. Un savoir un peu maudit du coup, en marge de la science officielle. Voilà, un peu en marge, oui. Pour les alchimistes eux-mêmes, c'était carrément la philosophie hermétique, la science mère en quelque sorte, révélée par le mythique Hermès Trismégiste. Hermès, Thoth en Égypte, c'est ça? Exactement. Une vision du monde où tout est lié, le cosmos, l'âme, la matière. Et l'alchimie pratique, le travail au laboratoire, au fourneau, eh bien ce n'était que l'application de cette grande philosophie. D'accord. Et cette application, elle visait quoi concrètement? La fameuse pierre philosophale, j'imagine. C'est le cœur de la quête pratique, oui. Et Hutin explique bien qu'elle a comme deux grands pouvoirs, deux aspects. Alors, le premier, c'est celui qu'on connaît tous, la transmutation. Voilà. Transformer les métaux vils, imparfaits, en or, le métal parfait, solaire. Hutin cite Roger Bacon qui voyait ça comme une sorte de médecine pour guérir les métaux. Intéressant. Et le deuxième pouvoir? Tout aussi important, la médecine universelle. La pierre, une fois préparée sous une forme liquide, deviendrait un élixir de longue vie. Ah oui, prolonger la vie. Oui, considérablement. Et même une panacée capable de guérir toutes les maladies, de régénérer le corps. Une sorte de, comment dire, de régénérateur cellulaire avant l'heure. Incroyable. On est loin, très loin de la simple fabrication d'or. Ah oui, carrément. Après, il y a eu des idées plus tardives, parfois un peu étranges, comme l'invisibilité ou l'homonculus, mais c'est autre chose. Donc ça dépasse largement la métallurgie. Hutin, il décompose ça en plusieurs dimensions, c'est ça, hein, pour montrer la richesse du truc. Oui, il parle de la doctrine secrète, de ses théories un peu scientifiques sur la matière, de l'art pratique au labo, mais aussi, et c'est crucial, d'une quête intérieure, une dimension mystique. La mystique, c'est-à-dire. Pour beaucoup d'alchimistes, l'or véritable, le but ultime, il était spirituel. Ah, Les métaux vils, impurs, qu'ils essayaient de purifier dans leur corps nu, ça symbolisait en fait nos passions, nos défauts humains. Et la pierre philosophale, c'était l'âme purifiée, l'être humain transformé, réunifié. l'or intérieur. Exactement. Il y a un texte attribué à Hermès qui dit «L'œuvre est avec vous et est chez nous, le trouvant en vous-même. Le labo extérieur est un miroir du labo intérieur.» Cette idée de miroir intérieur-extérieur, c'est fascinant. Et tout ça, ça mène à une quinquième dimension, c'est ça? L'ars mania, le grand art. Voilà, la synthèse de tout. L'ars mania, c'est présenté comme la connaissance des lois profondes de la vie elle-même. Le but, régénérer l'homme et la nature entière qui aurait subi une chute, une dégradation. Une régénération après la chute. C'est énorme comme ambition. Oui, le but ultime, c'est de retrouver l'unité primordiale perdue, d'accéder à l'absolu.
C'est une forme de gnose, en fait, une connaissance directe du divin. Et le lien entre le travail sur soi et le travail sur la matière est total alors. Absolument. Hutin cite Amy Schmidt qui explique que l'alchimiste doit se purifier lui-même pendant que la matière cuit dans la tanore. Il doit imiter en quelque sorte la passion, la mort et la résurrection du Christ pour pouvoir régénérer le monde. L'alchimiste devient un co-créateur. Un régénérateur du monde. Rien que ça. C'est vertigineux. Et le Mutus Liber, ce livre muet, comment il arrive à montrer tout ça avec juste des images? Ben, c'est toute la force du symbole. Hutin explique un peu comment lire ces planches. La première, par exemple, on voit l'alchimiste endormi au pied d'une échelle qui monte au ciel. Et c'est le début du voyage intérieur. D'accord. La deuxième montre un couple, l'homme et la femme, travaillant ensemble au laboratoire. C'est l'union des principes opposés, le masculin et le féminin, le soufre et le mercure. L'union des contraires, c'est ça. Et puis plus loin, la planche 14, elle rappelle la fameuse devise aura, léger, légère et lége, labora et invinis. Prie, lis, relis, travaille et tu trouveras. Ça résume bien, hein? Oui, la patience, l'étude, la prière, le travail acharné. Et la planche 15, c'est l'apothéose. La résurrection symbolique, l'adepte couronné qui a réussi l'œuvre. On imagine bien que déchiffrer tout ça, ça ne doit pas être une mince affaire. Ah non, c'est clair, ça demande de plus qu'une simple analyse intellectuelle froide. Hutin insiste là-dessus en s'appuyant sur des gens comme Magoffon pour l'aspect vraiment opératoire. Il faut une approche globale, synthétique, presque intuitive. Intuitive. Oui, parce que ces images, elles parlent à plusieurs niveaux en même temps. Au niveau du laboratoire concret, au niveau rituel et au niveau spirituel, intérieur. C'est ça qui fait leur richesse, mais aussi leur difficulté, bien sûr. Bon alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, loin, très loin de la simple course à l'or, l'alchimie se révèle être une tradition hyper complexe. Un vrai tissage entre sciences primitives, philosophie, mysticisme et art pratique. C'est tout à fait ça. Avec un but final qui est une transformation profonde, à la fois de la matière, oui, mais surtout de l'être humain lui-même. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour nous aujourd'hui. Dans notre monde actuel qui a tendance à tout séparer, la science d'un côté, la spiritualité de l'autre, la psychologie encore ailleurs, Oui, un monde un peu fragmenté. voilà. Que peut nous dire cette ancienne vision alchimique qui, elle, cherchait à tout intégrer? Comment cette quête d'une transformation unifiée du monde et de soi pourrait peut-être éclairer notre propre recherche de sens, notre rapport à la connaissance?